Les Instigateurs, podcast numéro 42. Aujourd'hui, on vous parle de l'embauche et du congédiement. Qui, quand et pourquoi? Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What's up, homie? Hello. En forme? Ça va bien? Ça va bien, écoute, toi? Yes, ça va bien. Un petit fond de petits rhumes d'enfants qui reste, donc je vais sonner caverneux un petit peu, mais non, ça va très bien. C'est correct, man. Hey, écoute, j'ai eu une nouvelle intéressante hier. Ça va bien, ça allait bien hier, jusqu'à 4h30. Je suis en train de jaser avec mon voisin, et puis il me dit, hey, je suis en train de faire de la paddleboard. Moi, je reste juste sur une rivière ici à Tracadie. Et puis, on est dans le fond de la rivière. Et puis, il me dit, hey, je suis en train de faire de la paddleboard. Et puis, j'ai trouvé un poisson mort qui s'appelle une lamproie. Et je dis, ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est une espèce de grosse anguille. Puis, il dit, ça a une grosse bouche ronde avec comme 10 000 dents. Puis, il dit, comme je savais même pas que ça existait par ici, là. En tout cas, j'ai googlé ça, j'aurais jamais dû. C'est ce qu'ils appellent un poisson vampire. Mm-hmm. C'est terrible, mon homme. C'est terrible. Allez voir ça, une lamproie. Non, je sais c'est quoi, c'est complètement dégueulasse et ça fait que je te garantis je ne me baignerai jamais dans ta rivière. Mais je te garantis que je ne me baignerai jamais dans ma rivière non plus. Mais le fond est vaseux un petit peu, fait que c'est pas nécessairement le meilleur endroit. Puis il n'y a pas, disons, beaucoup d'eau non plus de notre bord, où ce qu'on reste. Mais tabarnak! Écoute, je vais pêcher dans cette rivière-là. Là. Maintenant, là, je vais penser que comme je vais avoir une espèce d'alien, de poisson alien qui va me ramasser des bas-fonds et puis me, tu sais, sortir des bas-fonds et essayer de me tirer vers le fond et me as-tu regardé, dévorer. Je suis pas un maître pêcheur, mais ça me surprend dans ton coin. Y a-tu un problème de comme justement poisson prédateur indigène? C'est pas indigène le terme, là, je me souviens plus exactement c'est quoi, mais genre c'est pas Invasive. Ouais, invasive, c'est ça. Si Ouais, ben j'ai fait ma recherche un petit peu. J'ai parlé à des pêcheurs locaux après. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y en a ici, ils en ont déjà vu. Ils ont dit qu'il y en a sur le haut de la rivière. Donc l'autre, la rivière Tracadie se divise en deux. Ce qu'on appelle le haut de la rivière, c'est comme c'est quand même pas mal plus loin. Il y a beaucoup plus de fond aussi dans ce bord de rivière là. Ils m'ont dit que ça existait, qu'il y en avait là. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler. Honnêtement, j'en avais jamais vu non plus. Et puis, ça a l'air qu'il y en a. Est-ce que c'est invasif? C'est considéré comme une espèce invasive. J'ai l'impression que par ici, c'est pas nécessairement invasif. Ou il y en a. Je pense pas qu'il y en a beaucoup. Mais je sais que j'ai fait après de la recherche sur Internet et j'ai vu que c'était dans certaines régions de l'Amérique du Nord, surtout dans le nord-est, il y a des ruisseaux, des cours d'eau qui sont envahis de ça. Puis ça colle aux poissons. Ça colle sur le côté comme une espèce de sangsue, là. Mm-hmm. Et puis ça reste là-dedans et ça suce le sang au complet du poisson, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Écoute. Bref, puis c'est pas une petite, là. Elle était, comme je te dirais, elle était 18 pouces de long, là. C'est calvaire. Ouais, non, c'était pas une toute petite, là. Donc, on va voir. Fait que c'est ça, j'ai des poissons. Je m'excuse, mais rendu là, tu n'as pas d'autre option. Je lance le lance-flamme, je déverse de la gasoline dans la rivière et je mets tout en feu. Non, mais écoute, c'était quelque chose. Donc voilà des aventures de poissons aujourd'hui. Ceci dit, j'ai été pêcher la semaine dernière, j'ai eu une très belle pêche à la truite. Donc, et j'ai pas vu de lamproie, which is great. Tant mieux, tant que tu puisses en profiter encore. Ouais, honnêtement, j'ai plus peur des castors que des lamproies, là. C'est vicieux, mon homme, un castor, là. Surtout quand tu t'approches d'une dame et puis ils sont là, puis ils chassent ou ils ont des petits, là. Ben, c'est vicieux, ça protège son territoire. Ça fait exactement ce que tu ferais. Non, ils sont bien à côté de toi, mon homme, puis ils te slappent la queue juste à côté, là. C'est, en tout cas, je sais pas si c'est ça que je dis, ça fait exactement ce que tu ferais.
Ouais, ben, ok, je vais retenir ma joke plate de... Ok, c'est bon. Ah, dude! Parlons de congédiement et d'embauche aujourd'hui Yes. dans le sujet intéressant, sujet touché aussi, parce que généralement, tu sais, quand on est, surtout, je sais qu'il y a beaucoup de freelancers ou de solopreneurs qui nous écoutent puis qui sont confrontés peut-être pour la première fois à un processus d'embauche. Et puis c'est pas Mais nécessairement honnêtement, facile. là-dessus, je suis obligé de dire que ma vision est en train de changer. J'ai beaucoup de feedback de hey, j'ai fait écouter ça à mon boss. Hey, tu sais, comme, je pense qu'on a bien de l'audience silencieuse, je vais le dire comme ça. C'est sûr que ceux avec qui qu'on interagit le plus, en effet, très souvent, ça va être des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, soit solo ou très petites entreprises. Mais je découvre de plus en plus d'auditeurs passifs qui sont de la grande organisation et tout. Donc, non, je pense que on a peut-être sous-évalué le volet plus, je veux dire, corporatif de notre audience. Mais c'est un Ouais, sujet qui non. s'applique à tout le monde de toute façon. Donc. Qui s'applique à tout le monde, puis je pense que ça rentre aussi dans je te dirais, peut-être un petit peu la restructuration de leadership qui est en train de se passer en ce moment, ou des upgrades dans le monde du leadership. Puis j'aime ce que je vois, honnêtement, comme j'ai l'impression que les leaders d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts avec leurs employés. Il y a cette communication-là qui parle, où les employés peuvent plus facilement communiquer peut-être leurs attentes ou tu sais, de l'information qu'ils trouvent. Qu'ils peuvent trouver. Donc, non, ça, c'est super intéressant. Puis j'aime voir ça aussi. Donc, on embauche qui? On renvoie qui? Quand? Pourquoi? T'sais, présentement, je trouve que le sujet est super à point parce que il y a énormément d'opportunités, autant pour la personne qui cherche à changer de travail que pour l'employeur qui cherche à aller chercher un A-player dans son organisation. T'as beaucoup de personnes qui sont soit pas revenues encore au travail ou qui viennent de revenir, mais que les dernières semaines ont amené une grosse réflexion de vie, puis que justement sont sans nécessairement être à la chasse à une nouvelle opportunité, sont très alertes à aux nouveaux leviers, aux nouveaux arguments qui feraient qu'ils pourraient changer de job. Mm-hmm. De mon côté, je suis allé chercher dans le dernier mois 2 personnes qui jamais j'aurais cru aller chercher. Là. Il y en a un qui c'est un angle mort complet que j'avais pas vu venir, qui a postulé. Puis l'autre, au niveau du designer, il arrive d'une très grosse entreprise. Si j'aurais voulu le poacher, puis je pense pas que j'aurais été capable. Donc, pour les entreprises qui sont en bonne position, je vais le dire comme ça, ou qui sont agressifs sur la relance, il y a moyen d'aller gonfler votre première ligne, je vais le dire comme ça. Mais intéressant de savoir pourquoi, admettons que dans ton cas, OK, t'as un graphic designer qui part d'une grosse entreprise et qui va vers une plus petite entreprise. Qu'est-ce qui a été la motivation est-ce que cette personne-là a voulu, pourquoi est-ce qu'elle a voulu changer de contexte? Ben, présentement, dans le fond, elle n'était toujours pas revenue à l'emploi. Donc, c'est sûr qu'elle trouve le temps long. De notre côté, c'est sûr qu'on cherchait, ce n'est pas qu'un simple graphic designer. Dans le fond, on cherchait une personne avec une expérience vraiment au niveau du UX, UI. Donc, ce n'est pas que, comme je dis, là, je dis pas ça pour minimiser les graphismes. C'est juste, ça prend des connaissances et un souci. Ouais. Un intérêt, je veux dire, différent d'un designer normal. Mais justement, du fait que c'était quand même assez niché ce qu'on cherchait, on s'attendait à avoir de la misère à les trouver, alors qu'on a eu 2 candidatures super intéressantes. Puis leurs profils se ressemblaient beaucoup. Des personnes qui étaient dans des organisations qui ont eu une très grosse croissance récemment ou qui étaient déjà très bien établies, mais la structure, je veux dire, la rigidité de l'entreprise faisait que ce qu'on leur a vendu à l'embauche versus leur réalité n'était pas nécessairement exact. C'est facile lorsque tu es une grande entreprise de jouer la carte, puis comme tu vas travailler dans des gros projets d'envergure, de l'innovation, puis au final, 2 ans après, tu te rends compte, ouais, j'ai juste fait une coupe de logos, puis c'est pas vrai. L'entreprise fait de l'innovation, mais l'innovation ne se rend pas au département, je vais le dire comme ça. Donc, c'est des personnes qui n'étaient pas, je veux dire, accomplies. Puis je me rends compte que en allant chercher ces personnes-là, puis tu jases un peu avec, la moitié de leur département est en position parce que si j'avais des besoins, je pourrais aller chercher quelqu'un qui est excellent en IT puis en relations humaines. Puis, fait que il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont disponibles sur la même prémisse que celle que tu as engagée.
Donc, présentement, ce que je réalise, c'est que si tu es capable, si tu engages quelqu'un, informe-toi de ton ancien employeur dans ton département. Y a-tu du monde que tu penses que c'est des coups de circuit pour n'importe quelle organisation qui les embauche? Puis tu vas être capable de soit te créer des besoins ou de découvrir des opportunités d'embauche. Mais j'avais pas prévu le faire tout de suite, mais ça vaut la peine à considérer. Tu sais, comme justement avec Jules, la personne qu'on a engagée comme UX, par la bande, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne, connaissance que je connaissais, qui n'est plus nécessairement heureuse et se sent plus nécessairement accomplie, une personne plus vétérante. Puis je suis comme, OK, j'avais même pas prévu afficher dans ce sens-là là, un poste, mais clairement, je vais le considérer parce que cette personne-là, c'est un power player. Donc, il n'était pas accompli dans son travail. Et exact. Puis, tu te rends compte de comment, il y a mon chef d'équipe qui je pense qu'il commence à avoir fait le tour du jardin, poser beaucoup de questions. Une embauche peut amener à identifier des besoins que vous aviez, que vous connaissiez pas, puis peut-être que vous avez déjà, je change de position présentement parce que je pourrais avoir des solutions pour des problèmes que j'ai même pas encore eu, là. Donc, Mais moi, est-ce que je vois la tendance vraiment, puis on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, c'est la tendance des employés à vouloir devenir des entrepreneurs. Fait que dans le fond, des entrepreneurs dans une structure, dans la structure d'une entreprise. Et tu vois maintenant, puis on en a déjà parlé, mais du côté des milléniaux, ils recherchent plus des choses comme ça. Ils vont être, je te dirais, plus rechercher quelque chose qui va les fulfiller, qui va les amener à vraiment exploiter leur force, mais aussi d'être dans un contexte créatif plus intéressant. T'sais. Et le fait, puis ça, c'est ce que j'aime beaucoup de voir ce qui est en train de se passer en ce moment et les changements qui se font surtout, par exemple, au niveau académique où tu vois par exemple, au secondaire, ils vont faire que les élèves vont pouvoir travailler de la maison plusieurs fois par semaine, prendre des cours en ligne, faire un peu leur propre horaire. Et ça, c'est tellement des skills qui sont importants au niveau du self-leadership, la gestion personnelle. Self-leadership, puis au niveau du futur, au niveau de ton employabilité. Tu vas arriver dans un environnement compétitif où maintenant, les gens que les entreprises vont rechercher vont être de plus en plus autonomes. Et de l'autre côté, les leaders vont devoir donner de plus en plus de flexibilité ou de liberté à leurs employés. Pour cette chose-là, ce qui va être intéressant à voir, c'est comment ce que les systèmes de gestion de tâches, etc., vont évoluer, comment les processus, etc. Mais moi, je trouve ça super intéressant. C'est tellement un bon temps pour un beau temps d'opportunités puis des belles opportunités pour le futur. Ce serait moins pour les personnes qui sont, je te dirais, de type créative et de type plus débrouillarde, plus autonome. Ce sera peut-être un temps un petit peu plus difficile pour des personnes qui sont encore dans la mentalité de « je suis engagé et je suis payé pour mon temps ». J'ai l'impression que le time for money va probablement disparaître, je te dirais. C'est une question d'une génération peut-être. On en a pour un bon moment. J'aimerais ça te dire que oui, mais je suis tellement confronté à jaser régulièrement avec des employeurs. Tu sais, pour vrai, c'est triste à voir, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne se sont toujours pas ajustées et qui ne démontrent aucune volonté. Fait que oui, on a l'impression que j'ai l'impression que tu n'as plus d'entreprises mitoyennes. Tu as ceux qui ont compris, puis absolument, ça va être des entreprises beaucoup plus flexibles, beaucoup plus adaptives, puis qui vont justement permettre plus de flexibilité, liberté à leurs employés. Puis tu as ceux qui restent campés dans leur position, puis ils sortent de ça sans être en faillite, puis se sont dit, gars, on a passé au travers de ça en maintenant notre structure, nos process, on est capable de passer au travers de tout, puis ils sont encore plus campés dans leur position de notre façon rigide et aseptisée de travailler, ça marche bien. Puis j'ai participé dans le fond à une présentation du groupe d'en cause la semaine dernière, puis je voyais des interactions avec des chefs d'entreprise qui écoutaient, puis tu sais, le groupe d'en cause, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une firme de Québec qui est pas mal dans les meilleurs en stratégie d'affaires, puis que justement, tu sais, comme un monsieur d'en cause expliquait le besoin de, tu n'as pas le choix de te rendre plus flexible, parce que le marché est rendu là, puis de voir des questions de, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on devrait se remettre en question alors que, tu sais, ça fonctionne encore bien, ce qu'on fait depuis 30 ans de la même façon. C'est comme le fait que tu poses la question
à mon sens, est un problème. Ben comment je peux dire ça? Le problème, c'est que souvent, les gens vont pas être à l'affût de ce qui se passe et vont seulement réagir, être réactifs à une situation. Donc, ils vont être réactifs au fait que, oh shit, ça marche plus, il faut que je fasse de quoi. Tu sais, comme le télétravail, là. C'est ceux qui ont switché, là. Parce que il y en a plein qui étaient réfractaires, mais ils n'ont pas eu le choix de switcher au télétravail à cause du COVID. Ben, guess what? Nous, ça fait combien de temps qu'on dit comme switcher à ce modèle-là? C'est comprendre que, tu sais, ne pas comprendre que l'économie s'en va vers une gig economy, c'est se mettre la tête dans le sable, tu comprends-tu? Fait qu'au bout d'un moment, il faut laisser l'ego de côté puis se dire comme, écoute, ça s'en va vraiment là. Puis je comprends qu'il y en a que s'ils le voient pas ou s'ils le comprennent pas, ben que c'est non, tu sais, mais on le hammer, là, on vous le dit comme, et puis vous allez le voir, on rentre vers une économie où je te dirais, et même ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que le freelancing va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mainstream au niveau de l'embauche que je te dirais l'embauche sur le payroll. Nous autres, on le fait énormément comme en vaste majorité pour tout ce qu'on fait. On va majoritairement vers des freelancers. Ce que j'aime beaucoup du freelancing, c'est que ces personnes-là sont des business owners, OK? Donc, pas nécessairement des entrepreneurs qui travaillent dans notre... ça peut être des entrepreneurs qui travaillent dans une agence, par exemple. On essaie de pas nécessairement travailler avec des agences en tant que telles parce qu'on trouve que souvent dans une agence, c'est très standardisé, avec raison. Le problème, c'est que nous autres, on recherche vraiment beaucoup de flexibilité, puis il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de faire. On va travailler avec une agence peut-être au niveau d'un process qui est très établi, qu'on doit faire, et puis que l'agence peut nous l'amener à un meilleur prix. Mais on essaie de travailler beaucoup avec des freelancers, et on travaille à la gig. Donc, dans le fond, c'est voici le paramètre dans lequel on évolue, voici les tâches qu'il y a à faire chaque semaine. Moi, j'aime payer, par exemple, avec un montant fixe. Donc, on va dire, OK, on va te payer 500 pièces par mois pour gérer telle chose. Ensuite, ce qui est intéressant avec ça, c'est que pour la personne, tant que la qualité reste identique, que la personne ensuite le fasse en 10 heures ou le fasse en 20 heures, ça n'a aucune différence pour nous autres. Parce que le résultat est ce qui est, on a budgété en conséquence. Et on a exactement le résultat qu'on veut en sortir. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ça donne beaucoup de flexibilité, ça donne beaucoup de fulfillment, puis aussi de liberté aux freelancers. Et j'ai l'impression que de plus on va avancer dans le temps, plus on va avancer dans une économie de gig comme ça, qui va être intéressant pour tout le monde, parce que c'est win-win. Et puis de comprendre mais là, à partir de ce moment-là, c'est de comprendre qu'on compétitionne en tant qu'entreprise avec d'autres entreprises. Donc c'est là de se rendre compte qu'il faut amener, il faut augmenter notre niveau notre niveau d'attraction. Ton sex appeal corporatif, là. C'est ça. Il faut que tu sexify ta business un petit peu, là. Puis, je vais vous le dire, qu'il y a beaucoup de monde, tu le vois, tu vas dire, faut rendre votre business plus cool, puis ils vont mettre une table de ping-pong, puis des couches en forme de banane. Non, regarde, écoute, on s'en fout, là. Ça, c'est c'est 2010, là. C'est ce qui a été fait c'est ce qui a été fait à Silicon Valley dans les tech startups, là. Mais, regarde, maintenant, c'est plus le cas, c'est pas ça. C'est la qualité de vie, c'est ce que les gens vont pouvoir, comment ils vont pouvoir vivre tout en travaillant pour vous. Vraiment, c'est ça qu'il faut penser. Puis, pour ouvrir la discussion sur le plus concret, de ton côté, y a-tu des éléments clés qui t'amènent à prendre une décision facile? Maintenant est le bon temps d'embaucher. Parce qu'embaucher quelqu'un en soi, c'est relativement simple. Même si je sais que plusieurs vont encore jouer la carte de moins en moins avec le contexte actuel, là, mais tu sais, comme la pénurie de main-d'œuvre et tout ça, personnellement, je me suis déjà avancé. Si tu fais bien ta job en tant qu'employeur, tu n'auras pas de problème à embaucher parce que justement, ta marque employeur, oui. tu comprends le concept et tu la développes. Ouais. Bonjour Vincent, je sais que tu écoutes, on pourra s'en reparler. Pour ceux qui s'intéressent à la marque employeur, Vincent Mazeroux, c'est clairement, allez vous y intéresser, puis vous n'aurez plus de problème d'embauche. Ceci dit, par contre, c'est pas parce que tu es capable de trouver une bonne personne, puis mettons justement pour faire un petit callback sur ce que je faisais tantôt, même si présentement c'est facile de trouver des power players, ça veut pas dire que vous devez les embaucher à tout prix et que vous devez les embaucher maintenant pour autant. Tu sais, des fois, le fear of missing out pour une bonne personne peut coûter cher et peut être embaucher la bonne personne au mauvais moment reste une erreur.
Ah, mon Dieu, c'est Quelles une des sont- pires choses que tu peux faire. Exact. Quels sont, toi, tes paramètres pour dire maintenant est le bon moment pour embaucher? Ouais, c'est vraiment une bonne c'est vraiment une bonne question. Ça c'est une erreur qu'on voit de façon constante, c'est le fait d'embaucher, tu sais, juste au cas où en étant que la personne va faire un plan, ok, elle va faire son plan d'affaires, son plan stratégique, puis elle va se dire, ok, ben là je vais avoir besoin de ça, et ils engagent maintenant en anticipation de ce qu'ils ont besoin dans 6 mois, 1 an. Ça, de un, au niveau cash flow, c'est une grosse erreur, et de deux, au niveau de rétention de ton de ton talent, c'est une chose terrible aussi. C'est comme tu as dit, c'est comme t'engages quelqu'un de talentueux, mais qui va se faire chier dans son travail parce que tu lui donnes, tu sais, elle va servir comme bouche-trou pour différentes choses parce que t'es pas encore rendu au niveau au niveau affaires où tu devrais être supposé d'être, où tu aurais besoin de cette personne-là. Donc, il y a le concept de just in time versus just in case, puis ça, c'est juste au cas versus juste à temps, puis ça, on le répète aussi assez régulièrement, mais de se dire, OK, on essaie d'aller vers le plus proche qu'on peut du juste à temps sans être nécessairement, OK, j'en ai besoin là, maintenant. Tu sais? Donc, c'est qu'on va anticiper, par exemple, là, on regarde au niveau, par exemple, au niveau de la sortie du livre. Là, j'ai une sortie de livre qui va se passer dans les prochaines semaines. Là, on sait qu'on a une stratégie marketing qui est très spécifique, avec une stratégie, je te dirais, d'outreach qui est très spécifique, où on va reach out aux clients de façon plus personnelle, etc. Donc là, je sais que j'ai besoin d'une personne au niveau marketing, et je sais que j'ai besoin d'une personne au niveau relation client, au niveau liaison. Donc, là, je vais aller chercher cette personne-là, mais je vais toujours aller la chercher d'une façon souvent sur une gig, ok? Je vais aller chercher souvent un freelancer pour performer ces choses-là. Et ensuite, quand je viens à scaler, admettons qu'on se dit, ok, cool, parfait, je scale, l'offre va bien ou le livre va bien et les ventes vont bien. Là, quand tu vas scaler, c'est là que tu peux aller chercher proposer à la personne, écoute, est-ce que ça t'intéresse d'aller vers un full-time? Il y a des personnes qui vont aussi vouloir aller vers un full-time d'outsource en tant que freelancer. Fait que là, tu peux faire un contrat d'opération avec cette personne-là. Mais on essaie toujours d'aller de cette façon-là. On essaie de jamais comment je pourrais dire ça? Tu sais, d'overshooter le fait qu'on engage quelqu'un full-time juste pour protéger la personne alors qu'on n'a pas scalé et qu'on arrive à un moment donné où on n'a pas atteint nos objectifs, puis la personne, ben, tu peux pas l'utiliser à ses pleines compétences. Donc, c'est plus dans cette optique-là, nous autres, qu'on a toujours pas mal opéré. Il y a un gros facteur de risque avec ça, c'est que c'est certain que tu as la possibilité de perdre le talent qui vient avec ça. Puis ça, c'est un risque avec lequel on compose, mais on essaie exactement comme on a dit tout à l'heure, ce qu'on compense, c'est avec une high human touch. Vraiment comme on ne prend. Puis ça, c'est une grosse erreur que je vois beaucoup de monde faire, c'est qu'ils vont prendre leur freelancer, mais ils vont pas les traiter comme membres à part entière de leur équipe. Donc, ils vont les traiter comme des outsiders, tu sais, des prestataires de services, puis c'est ça que t'es. Puis nous, ce qu'on fait, c'est même si la personne fait 5 heures par semaine sur un process particulier, on va l'intégrer dans la conversation d'équipe. Tout le temps. Okay? Donc, la personne se sent faire partie de l'équipe, même si elle sait qu'elle a d'autres clients, etc. Nous, on essaie d'amener cette expérience-là qui est inclusive avec tout le monde pour pouvoir, ben justement, que si ça vient au cas qu'on a la personne, on lui propose un full-time. Tu as déjà développé une appartenance avec elle. Elle en a déjà développé une appartenance et puis qu'elle se sente que ça devient un no-brainer pour cette personne-là. Donc, et ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'une personne, un employé, va plus facilement être flexible au niveau de la compensation quand ça vient à ces choses-là, parce que le niveau, je dirais, la paye en tout ce qui est je dirais, tous des bénéfices non monétaires, ou enrobage autour, ça compte beaucoup, tu sais, il n'y a pas juste l'argent. Fait que c'est le même qu'on essaie de le faire, puis honnêtement, c'est pas une recette miracle, c'est high human touch, parler à la personne. Crème, on engage on engage des adultes, on les traite comme des adultes, ils se responsabilisent, on est très, comme je pourrais dire ça, impliqués dans leur vie. On veut faire sûr qu'ils ont une belle vie, on veut faire sûr qu'ils ont du temps pour leurs enfants s'ils ont des enfants, on veut faire sûr qu'ils ont des vacances, on veut faire sûr qu'ils
qu'ils en ont pour leur argent et puis qu'ils aiment travailler pour nous autres. C'est aussi simple que ça. C'est niaiseux, mais c'est aussi simple que ça. OK. C'est sûr que tu sais, ton process est très adapté pour une business en ligne. J'essaie de voir si je pourrais avoir la même approche. Étant plus, tu sais, d'un côté, on a un loyer, on a vraiment dit comme, ouais, c'est pas la même réalité. Je sais pas à quel point, tu sais, oui, j'adhère au concept de just in time, jusqu'à une certaine mesure. Je t'explique, dans les premières années en fait, dans les dernières années avec Didac, on engageait basé sur, à chaque fois qu'on faisait un plus 5 de MRR. Le MRR, dans le fond, c'est ton Monthly Recurring Revenue. Donc, de dire, on va engager à chaque fois qu'on augmente le revenu moyen mensuel de 5 000 $. Donc, pour dire, être capable d'assumer un salaire supplémentaire d'à peu près 50-60 000. Ça fonctionne bien jusqu'à un certain temps, parce que tu te rends compte que justement, la journée que tu veux vraiment scaler, il faut que tu acceptes de prendre des risques, puis tu peux pas scaler avec tout le temps le pied sur le break. Donc, tu sais, de notre côté, quand tu parlais de faut pas engager selon des besoins anticipés, je fais une grosse distinction entre le besoin et la capacité financière, par contre. Tu sais, de mon côté, au niveau du besoin, donc ça doit être un besoin actuel, parce que je veux pas que la personne se vire les pouces pendant, comme tu l'as dit, des semaines ou des mois, parce que le besoin n'est pas confirmé. Par contre, si le besoin est validé, je n'attendrai pas d'avoir augmenté de 5 de 5 000 mon revenu mensuel. Là, je vais être à l'aise de faire des embauches sur anticipation qu'on appelle. Donc, lorsque tu as un petit peu d'historique, tu es capable d'avoir des tendances de croissance. Donc, tu donnes des objectifs, tu es capable de savoir, bon, mais théoriquement, selon le momentum que j'ai présentement, dans les mois à venir, est-ce réaliste de penser que je vais aller chercher une augmentation d'exemple, justement, 5 000 par mois? Oui, parfait. J'ai pas besoin d'attendre de l'avoir pour faire l'embauche. Parce que je sais, tu sais, mettons, comme les deux présentement qu'on a engagés, ben c'est un petit peu cette formule-là, tu sais, on a rentré comme, je veux dire, un certain volume de salaire qu'on n'avait pas budgété, qui n'était pas dans les coffres, mais je n'ai pas peur parce qu'avec la cadence et le momentum qu'on a, je sais que d'ici à la fin de l'année, la croissance naturelle va venir essuyer le salaire que je vais payer. Fait que ça va s'annuler puis ça va finir par se couvrir sans trop de risques. Fait que c'est sûr qu'il faut être à l'aise à composer avec ce risque-là, mais pour quelqu'un qui commence avec ses premières embauches, comme j'essaie, essayer d'établir c'est quoi votre revenu mensuel moyen, puis essayer de vous appuyer là-dessus. Mais c'est sûr que ça dépend du niveau technique. Je sais pas combien vous payez votre monde, là. Mais dans notre secteur, c'est entre 45 000 et 65 000 $. Donc, c'est sûr qu'on fait une moyenne à peu près à 5 000 d'augmentation de revenus mensuels pour savoir que chaque fois qu'on fait un plus 5, ben, on est capable d'aller chercher une personne de plus. Donc, essayez de vous mettre des outils, des petits guides comme ça qui vont vous permettre de justement savoir est-ce un bon moment. Mais comme je l'ai mentionné, on ne négocie jamais sur le besoin. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que le besoin soit validé. Mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que surtout quand tu as du MRR comme ça qui rentre, puis tu sais que tu as passé au prochain niveau, tu as mis un extra 5 000 dans MRR, et puis ton churn est resté relativement bas. Ça, c'est intéressant. Parce que là, tu sais que parce que tu as des patterns. Tu es arrivé à 5 000 de MRR supplémentaires. Pourquoi? Parce que tu as implémenté certaines choses dans ta business qui te permet que ce soit durable dans le temps. Tu comprends-tu? L'affaire, c'est que mon point avec le just-in-time versus just-in-case, c'est que souvent, tu vas avoir des nouveaux entrepreneurs qui n'ont pas atteint ce niveau-là encore et qui peuvent pas nécessairement se permettre d'aller chercher du full-time parce qu'ils n'ont pas encore prouvé, je te dirais, qu'ils sont capables qu'ils sont capables d'aller scaler, tu sais, ou d'aller scaler pour garder vraiment cette personne-là full-time. Toi, tu sais que tu es capable de dealer avec l'imprévu parce que tu as un coussin qui vient. Tu sais que tu as de l'argent qui va rentrer tous les mois au recurring revenue. Tu sais qu'à moins quelque chose, tu sais, comme, tu sais que ton churn est toujours somewhat under control, que tu n'as pas, on peut dire churn pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est le taux de cancellation, le taux de personnes qui n'utilisent plus ton service, on va dire, sur une période prédéterminée. Donc, quand tu le connais, ton churn, à moins qu'il y ait quelque chose de dramatique qui se passe, que tu rentres, je sais pas moi, Mathieu Dumont est pris dans un scandale sexuel et le monde s'en va de Didac de façon massive. Tu comprends-tu? C'est à partir de ce moment-là, t'as le contrôle. Exactement. C'est sûr, c'est jamais une vérité absolue. C'est toujours du spéculatif.
Mais quand tu es capable de t'appuyer sur les mois derniers, les 3, 6, 12 derniers mois, de voir justement quel est mon taux de cancellation moyen versus mon taux de croissance, ben, tu es capable de voir, bon, mais je nette combien? T'sais, si j'ai rentré, pas moi, 10 000 de plus en croissance régulière par mois, puis que mon taux de cancellation équivaut à 3 000, ben, je sais que je suis un plus 7. Exact. Fait que, ça fait que, bon, mais je sais qu'après 12 mois, ben, ça va couvrir un salaire sans problème, là. Donc, faut pas, c'est parce qu'il y a des business que je vois malheureusement qui attendent trop longtemps avant d'embaucher parce que j'ai pas les sous là. Non, t'as pas les sous là, mais est-ce que ton historique, est-ce que ton momentum te montre que tu vas les avoir dans 12 mois? Oui. Donc, ça dépend comment tu l'approches aussi, comment la structure de ta business. Exact. Tu vois, pour nous autres, par exemple, on est une business, mais à chaque fois qu'on va lancer, je te dirais, un projet spécifique ou une brand spécifique, on va l'approcher comme une business en its own. D'une certaine façon. Fait que c'est certain qu'il y a des crossovers, on va pouvoir prendre un freelancer ou un employé puis le mettre à travers 3-4 brands. Mais généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre quand même qu'il y ait une validation en tant que telle, du projet. Parce que c'est certain, ce qu'on fait, c'est que oui, on peut mettre une personne, on va dire qu'on a une personne, on a un employé et qui est déjà sur 3 projets, on peut lui prendre quelques heures puis le mettre sur le 4e projet. Okay? Mais si, mettons, le projet fonctionne bien, malheureusement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura besoin d'une attention peut-être full-time dans ce département-là, dans ce projet-là, dans cette brand-là, qu'on va devoir combler. Donc là, c'est certain que c'est pas réaliste de prendre la personne qui est déjà sur peut-être 3 plus petits projets avec quelque chose qui, je te dirais, ce département-là a comme une vie en its own, c'est devenu une business en its own, et puis là, tu as besoin de quelqu'un de plus full-time. Donc, dans le fond, après, je dirais, le processus est toujours à étudier par rapport à ça, c'est d'être sûr qu'on va avoir assez de brain power puis je te dirais de labor time derrière la croissance de ce département-là. Exact. Fait que j'espère que ça vous donne un petit peu une meilleure compréhension pour le timing de la chose, parce que comme on l'a mentionné, le timing d'une embauche va faire vraiment une énorme différence sur le retour sur l'investissement, je vais le dire comme ça. Donc, est-ce que... puis en même temps, avant d'embaucher, vous devez avoir des process d'établis clairs, minimal, parce que embaucher une bonne personne, c'est correct, mais c'est pas parce que tu l'embauches aujourd'hui qu'elle est rentable et opérationnelle aujourd'hui. Donc, de dire, est-ce que avant de faire mon embauche, j'ai mis en place les différents outils pour que cette personne-là soit dans une position gagnante. Parce que ça fait une grosse différence de savoir la personne que j'engage, est-ce qu'elle est opérationnelle dans 6 semaines ou dans 12? Parce que là, le délai avant de dire que tu commences à rentabiliser ta personne n'est pas le même, puis ça peut faire que justement, si elle n'avait pas les outils, ou bien si tu n'avais pas mis la fondation pour l'aider à se développer d'elle-même assez rapidement, tu ne verras jamais de rentabilité, puis finalement, tu vas commencer à embarquer dans un mindset de un embauche, c'est plus une dépense qu'un investissement. Parce qu'on se mentira pas, les gens restent de moins en moins longtemps dans vos entreprises. Donc, c'est votre responsabilité de vous assurer que quand elle rentre, elle soit sur le fast track. Partez, c'est plate, là, mais tu sais, présentement, moi, toutes mes embauches, c'est comme à voir, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de penser comme ça. Pour l'instant, je pense que c'est une bonne chose. Je pars dans l'optique de ça ne durera pas tout le temps. Aussi bien m'arranger que ce soit le fun le temps que ça dure. Puis moi, je pars dans la prémisse que quelqu'un, si cette personne-là, je l'engage, il en reste 2 ans et demi à 3 ans, ce qui est de plus en plus la tendance dans le marché. Est-ce que je break even sur l'investissement que j'ai fait? Si ça reste plus longtemps, tant mieux, c'est du gravy. Mais à partir de là, moi, je sais que justement, ce que je vais faire, il y a des personnes comme présentement, j'ai engagé quelqu'un à l'expérience client. Cette personne-là, c'est la personne dans ceux qu'on avait gardé en entrevue qui partait avec le plus de prise au bâton. Elle n'a jamais fait d'entrepreneuriat, elle n'a jamais fait de support à la clientèle, elle ne connaît pratiquement rien à l'expérience client. Pourtant, les autres, c'est du monde qui avait un track record, mais cette personne-là, je le sais que sur le long terme, mon risque, je l'ai signé annuel. Oui. Mon risque, en réalité, est juste 2 semaines. Si après 2 semaines, elle va le savoir si elle aime le poste ou non. Le fait que je mise sur cette personne-là, puis que j'accepte que, regarde, oui, c'est notre business qui va te développer. La partenance que je vais développer avec cette personne-là va rester avec nous autres hyper longtemps parce qu'on a pris un bet sur elle. Mais en même temps, de notre côté, c'est notre responsabilité pour le retour sur investissement de, gars, la seule chose que je te demande,
Tu sais, de mon côté, quand je vais faire une embauche, très simple, j'ai 2 compétences techniques que je suis non négociables, qui vont appuyer le besoin réel. Dans ce cas-là, c'était qualité de rédaction et être coachable. Ouais. Tout le reste, ça s'apprend, ça me dérange pas. Le reste, moi, ce qui a vraiment fait plus pencher la balance, c'est justement, c'est comme la personnalité, le soft skills de cette personne-là, il va-tu bien s'intégrer avec l'équipe actuelle? Est-ce que ça va respecter l'ADN pur de notre business? Est-ce qu'il est aligné avec, je veux dire, la tonalité de l'entreprise? Donc, lorsqu'il va parler au nom de la business, je serai jamais inquiet, je fais une confiance aveugle. Good, parfait. Tout le reste, lui apprendre c'est quoi un SaaS business, lui apprendre comment ça se gère du service à la clientèle, de l'expérience client, pas de problème. Je vais te l'apprendre progressivement, puis ça, c'est ma responsabilité. Ouais. On a, c'est une des approches aussi, nous autres, qu'on a beaucoup utilisées, c'est de trouver, je te dirais, un bon diamond in the rough, et puis aussi puis de tailler ce diamond-là après. Puis l'aspect loyauté est décuplé quand tu le fais. C'est ça qui est tellement intéressant, c'est que quand tu développes ce talent-là, puis ça veut pas dire, là, comme pour quoter Marc Bergevin, là, si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien, là. Mais tu peux mettre de ton côté le fait que la personne va vouloir rester avec toi, que ton investissement de temps, de formation, etc. vaut la peine. Qu'est-ce que tu as dit, Matt? L'investissement humain que j'appelle. Là. Oui, l'investissement humain à 100%. Tu sais, investir dans l'humain et puis se dire que comme, OK, c'est parfait, même si la personne ne reste pas, on a eu une personne qu'on a pu quand même bien développer. Peut-être que tu aurais eu un meilleur ROI. Si, mettons, la personne reste 3 ans et puis que tu avais engagé quelqu'un qui était déjà formé, ou pas déjà formé, mais déjà avec un track record, qui serait resté 3 ans, oui, peut-être que cette personne t'aurait donné peut-être un meilleur ROI, mais à mon avis, le grooming, l'investissement humain vaut beaucoup, beaucoup la peine parce que tu dirais, toutes les personnes avec qui sont restées avec nous autres sur le long terme, c'est des personnes avec qui on s'est humainement investi beaucoup. Tu sais, que je vois que par exemple avec Cédric, que je vois avec, il y avait Andy à Bioptimizers, Joey avant, c'est des personnes avec qui on s'est énormément investi, des personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont restées longtemps dans les compagnies. Donc, non, c'est super. Mais pour être réaliste, par contre, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas n'importe quel business qui peut faire ça. Je suis pas d'accord. N'importe quel business. N'importe quel business peut le faire. C'est pas vrai. En effet, vous avez raison. Par contre, présentement, c'est pas vrai que n'importe quel business est dans une position pour le faire. Cette approche-là hyper humaine de grooming professionnel, je pense à justement comme le designer que je suis allé chercher, je ne vois pas son ancien employeur être capable de faire ça parce que la structure est trop rigide. Puis de dire, tu sais, parce que tu peux. C'est une ligne, je veux dire, c'est une corde raide un petit peu parce que ça, du fait que tu deviens en service hyper personnalisé face à ton employé, si tu en as plusieurs à grande échelle, ben c'est plus de charge pour la personne qui doit les développer. Et aussi, ça met une possibilité, je veux dire, un petit peu de conflit politique, de favorisation. Mais en même temps, tu sais, de là, c'est pas parce que tu es une grande entreprise que tu ne peux pas le faire. Rendu là, je pense, mettons, à une entreprise que j'adore au niveau de la gestion de la business qui s'appelle Logisco. Si vous êtes dans la région de Québec, vous connaissez. Dans le fond, c'est de l'immobilier. C'est plusieurs centaines d'employés. Par contre, la structure fait que, justement, le développement organisationnel, c'est quand même tout géré en divide and conquer. Fait que la business est divisée en plein de petites cellules qui fait que même si c'est une grosse organisation, ils ont la flexibilité d'investir dans leurs gens, d'y aller vraiment custom, personne par personne, selon ton champ d'intérêt. Donc, tu sais, faut avoir une vision en ce sens. Il y a du travail, il y a du groundwork qui doit être fait si vous êtes une entreprise de moyenne ou grande envergure, mais c'est pas impossible. Ça prend une volonté, ça prend un peu de travail en amont, mais après ça, le payoff est excellent. C'est vraiment la nouvelle réalité aussi des personnes en ressources humaines. C'est de devenir ces personnes-là aussi. C'est pas juste du hiring c'est pas juste du hiring puis du firing, c'est du développement de carrière avant tout, j'ai l'impression. L'investissement humain. Si vous êtes en HR en ce moment, moi, je vous conseille fortement d'aller voir ce que fait Claude Johnson, pas Claude Johnson, excuse-moi, Claude Silver à VaynerMedia, la compagnie Gary Vaynerchuk à New York. Qui sont, je pense, ils ont passé le 1000 employés, mais la façon dont elle l'aborde, puis j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais la façon dont ils abordent le développement humain
dans la compagnie, les ressources humaines, que ça vient avec l'embauche, avec le firing, etc. Je trouve ça fantastique. Et puis, je vous conseille fortement d'aller vous inspirer de ce modèle-là, parce qu'à mon avis, ça reste mon avis, mais écoute, je te le dis en connaissance du contexte, c'est le futur du HR. C'est là que ça s'en va. Vous le savez probablement si vous êtes en HR, mais c'est ça que c'est concrètement de la façon dont ça se fait. Et ils le font depuis déjà plusieurs années. Là, donc ils sont très, très avant-gardistes quand ça vient à ces choses-là. Fait que allez voir ce que Claude Silver fait au niveau du développement du leadership. Fait que là, on a parlé beaucoup d'embauche. Le flip side maintenant, quand est-ce que tu renvoies quelqu'un? N'importe quand, si j'ai eu une mauvaise journée de Donald Trump, you're fired! T'as jamais, est-ce que t'as déjà fantasmé sur le fait de pouvoir, genre, comme faire une move de douchebag à la Donald Trump, que ton hire est tellement bad et fait quelque chose de tellement bad que tu puisses regarder puis le pointer et lui dire you're fired. Mon référent n'est pas Donald Trump, il y a beaucoup plus Vince McMahon, mais non, ce n'est pas. Quand j'ai dit quelqu'un, c'est jamais agréable mettre une fin à une relation professionnelle comme ça. Par contre, ça ne doit. C'est nécessaire. C'est pas parce que c'est pas le fun qu'il faut pas que ce soit fait, là, mais je pense que de le faire de cette façon-là, hyper agressif et cocky, ne serait pas la bonne façon. Avec Vince McMahon, il n'y a pas le finger pointing, c'est vraiment face-to-face avec beaucoup de postillonnage direct. Donc, porter un masque, mais tu vas directement dans la face puis tu cries à la personne. You're fired! C'était bon dans ce temps-là, man. Oui, ça l'est encore. Ouais, mais c'est plus... Ah non, en tout cas. On va pas commencer sur non. Un autre segment de WWE. Mais non, honnêtement, qu'est-ce que t'en approches, toi, quand ça vient au niveau du laisser-aller? C'est une question tout le temps de gestion des attentes et des objectifs clarifiés dès le départ. Ouais. Donc, t'as des personnes qui, t'as plusieurs raisons qui vont amener à un congédiement. Ou, des fois, moi, je fais une grosse distinction au congédiement, puis, mettons, une mise à pied, comme présentement, plusieurs personnes qui ont perdu le job, mais c'est un contexte, là. Congédiement, vraiment, ce que je vais parler, c'est vraiment dans une optique où il n'y a pas d'alignement entre le besoin de l'entreprise et l'employé qui délivre le service associé avec ces objectifs-là. Mais c'est ça, je veux dire, l'employeur a toujours, en tout cas, moi, c'est ma vision en business. À titre d'employeur, c'est ma responsabilité que la personne que j'ai engagée soit à la bonne place, ait les bons outils pour se développer et performer. Un congédiement, c'est, à mon sens, 2 fois sur 3, une erreur de l'employeur et non pas de l'employé. Amen. L'employé, à la base, si tu as engagé trop vite, ben c'est de ta faute. Si tu n'as pas fait des tests, juste, ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire, là, mais de mon côté, je vais toujours demander un petit test technique, comme avec, mettons, avec justement les designers. On avait retenu 2 designers, puis ce qu'on a voulu faire, pour pas prendre de risque, c'est comme, les gars, on veut pas vous faire travailler sur votre temps gratuit, absolument pas. On va vous donner un mandat. Avant de faire une proposition à quelqu'un, là, on va voir si vous... Le fit est bon, compétence, on n'est pas inquiet, on va checker si vous aimez le style. Voici une section de l'app. Vous avez le même délai, les mêmes assets. Faites-nous une proposition, on vous paye votre temps, voici un budget. Ça, nous, on prévoit toujours quasiment un budget dans l'embauche, dans le processus d'embauche des candidats pour dire, bon, mais justement, plutôt qu'aller se commettre blindly à l'aveugle sur un salaire d'une personne, on va minimiser le risque, on va se mettre un petit budget, puis on va donner une petite gig, comme tu disais tantôt, pour aller valider. Par contre, justement, si on se rend compte que là, on l'a engagé, puis dans 6 mois, ben, on n'est pas là pantoute, ben, ce sera de notre faute. On aurait dû faire d'autres tests ou aller valider d'autres éléments. Sinon, ben, c'est ça. C'est tout au long du développement, accueil, intégration, encore une fois, c'est ta responsabilité d'aller prendre la température régulièrement, autant sur le point technique de comme, comprends-tu nos attentes? Comprends-tu l'entreprise? Comprends-tu es-tu encore à l'aise avec les objectifs qui t'ont été assignés? Est-ce qu'ils te demandent des outils pour y arriver? Moi, je vais le checker, d'habitude, comme au début, le premier mois, moi, comme que je dis, les 3 premiers mois, là, je m'attends à ce que tu sois une dépense. Je veux pas qu'un employé qui arrive se mette une pression de « OK, ben, faut que je rentabilise faut que je valide ma raison d'être dans l'entreprise. » Non, parce que les 3 premiers mois, là, sache que même si tu me rentres $0, c'est correct. Absorbe la business. Absorbe autant le point technique de qu'est-ce que tu es supposé faire, mais de qui on est aussi. Ouais. Après ça, le deuxième,
segment, le deuxième, dans le fond, 3 mois, bon, mais là, ça va être OK. Théoriquement, tu as eu 3 mois pour absorber puis comprendre qui qu'on est. Maintenant, fais des propositions. Je te demande pas d'être 100% autonome, mais tu es capable d'être opérationnel, puis de commencer à comme faire du ménage, voir des opportunités de qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait arrêter de faire, puis de mettre des choses en place. Le deuxième, le reste de la demi-année, dans le fond, le deuxième segment de 6 mois, là, c'est là que je vais vraiment évaluer est-ce que cette personne-là est en vue d'atteindre des objectifs. Ouais. Ouais, on a pas mal la même vision, nous autres, pareil. C'est le hire slow, fire fast, là, mentalité. C'est qu'on va s'assurer d'avoir la meilleure personne possible dès le départ. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va matcher, je te dirais, on va essayer attends. Je te ramène un step avant. Nous, ce qu'on fait, je sais pas pour vous autres, mais on n'utilise pas le CV comme une preuve de compétence ou quelque chose comme ça. On va demander un CV, si tu veux, pour voir le track record de la personne, d'être curieux par rapport à sa communication. Dude, ça, c'est une autre affaire aussi. Je vais en parler dans une seconde, mais d'évaluer ces choses-là. Oh, j'ai quelqu'un qui rentre dans le studio. Bon, j'ai ma petite qui rentre dans le studio. OK, non, il faut sortir les animaux. Non. C'est déjà arrivé, ça. Oui. Ah, there you go. Working from home studio. Il y a du... Ben oui, mais mon affaire, il faut pas... Là, il y a la grande sœur qui fait le bouncer. Merci, oh my gosh. Bon. S'il te plaît. Bon. There you go. Je sais plus ce que j'en étais rendu. Hey, non, mais c'est ça. Le monde pense qu'on a des gros systèmes de production fancy. Là. Retournez écouter comment est-ce qu'on produit nos podcasts. Ouais, c'est ça. On est très de la maison. D'habitude, je le fais dans mon bunker. Puis là, ça fait 2 semaines de suite que je suis dans mon office. Là. There you go. The price to pay to not lock your door. Mais bref, où est-ce que j'en étais avec ça? Tu parlais de hire slow, fire fast. Hire slow, fire fast. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser, on n'utilise pas le résumé, le CV comme je dirais, une preuve de compétence. Ok, on va le prendre pour regarder le track record de la personne, voir les projets. On va souvent demander aussi dans une chose créative, on va demander un portfolio, montrer, montre-moi tes skills de base, voir déjà de ça fit nos styles. Est-ce qu'on peut voir tu peux évaluer le skill de la personne dès le départ. Une autre chose qu'on fait, c'est qu'on va évaluer, on demande une cover letter, ok, mais je te dirais, on n'aime pas nécessairement le super liché templaté d'une cover letter. C'est quelqu'un qui va nous envoyer un template de base très liché, très comme non personnalisé, et la personne qui n'a pas recherché la compagnie en tant que telle, c'est très rare qu'on va à moins qu'elle soit très bonne au niveau de ses compétences, mais ça va être un des premières choses qu'on va regarder. Donc, on va discarder les personnes qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas fait leur recherche plus que ça, qui sont juste en recherche machine d'emploi puis qui vont juste envoyer des CV random. On va aussi regarder au niveau de du vocabulaire et de la conjugaison. Donc, on va voir la façon dont la personne communique de base. Est-ce que la personne est capable de s'exprimer et puis de communiquer de la bonne façon? Okay? C'est niaiseux à dire, là, mais on va regarder le nombre de fautes d'orthographe qui va être fait dans un email, par exemple. Tu m'aurais jamais engagé, ça veut dire. Non, t'es bon. Dude. Non, écoute, il y a pas, tiens, on va tous faire comment je peux dire ça? Je t'envoie un email, je t'envoie un message Facebook, puis mettons que moi j'ai un clavier anglais, là, puis en tout cas, je vais faire une manipulation pour mettre des accents. Je vais te les envoyer sans accent, des fois ça va être croche, c'est correct, c'est juste nous autres. Mais quand ça vient à la communication, je te dirais avec un client ou avec quelqu'un d'autre, ça, c'est certain que l'effort doit être particulier, tu comprends-tu? Donc, on fait attention à ces choses-là. Et ça, c'est un élément qu'on regarde dès le départ pour savoir, OK, est-ce que la personne est capable de communiquer comme du monde? Est-ce qu'il y a une bonne communication qui est capable d'être faite? Parce que la communication, on s'entend que si la personne est bonne, mais est incapable de communiquer ou de fitter dans l'entreprise aussi, c'est ça. Fait que c'est important. Fait que c'est pas nécessairement des choses qui sont que tu vas voir direct, je peux dire ça. Tu le découvres. Que tu vas découvrir, mais il y a des hints, il y a des petits red flags que tu peux prendre. Non, ça a été justement une des raisons pour laquelle on
on s'est séparé d'un employé. Dans le fond, on a pris le bet dans les dernières années d'aller engager sûrement un des meilleurs développeurs qu'il y avait dans la région de Québec. Par contre, la personne, niveau capacité sociale, sans faire, c'est un des cas les plus difficiles que j'ai vus. Je veux pas discréditer ni rien, là. Comme je pense que la personne avait une certaine tendance aspergère. Donc, c'est le genre de personnalité qui fonctionne très bien dans certains contextes, mais dans l'environnement et le contexte que notre entreprise est, c'est-à-dire beaucoup d'inside, beaucoup de collégialité. Une personne qui a un problème de communication, problème d'intégration sociale comme ça, même si on a essayé beaucoup, c'est pas viable. Autant que c'est sûrement la personne qui a été la plus rentable heure pour l'entreprise. C'était pas viable sur le long terme. Une des raisons de notre côté que justement on va considérer le congédiement, c'est peu importe la compétence technique, est-ce que cette personne-là est un facteur de risque pour l'ensemble de l'équipe? Parce que ça prend juste une personne pour ralentir au complet l'équipe, avoir un impact sur la motivation, quoi que ce soit. De notre côté, je l'ai dit régulièrement. C'est family first, là. L'entreprise, donc même si la personne est très bonne technique ou quoi que ce soit, j'aime mieux ralentir la croissance de ma business, mais garder mon monde, mon staff heureux, que de garder une personne comme ça qui, oui, va nous amener à un niveau complètement supérieur, mais qui va faire que je risque de perdre la moitié de mon équipe aussi. Là. Exactement. C'est un facteur tu vois, comme ça ramène un autre point aussi au niveau de l'embauche et puis de du congédiement, c'est que on n'est souvent pas assez clair avec la façon dont on opère. Donc, que ce soit au niveau de notre vision, de notre mission ou de nos valeurs d'entreprise, elles ne sont pas nécessairement clairement affichées. Et aussi le fait que, quand tu vas engager quelqu'un, mais tu n'as pas nécessairement le process, tu n'as pas les procédures en place qui sont là pour accompagner cette personne dans la façon dont tu veux que le travail soit fait. Donc, je te dirais, des guidelines qui sont clairs. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est quand l'employé ne répond pas à nos attentes quand c'est fait, on va se dire, OK, ben, la personne n'est juste pas capable de faire la job, là, tu sais. Alors que, puis j'ai aimé ça ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que il faut se responsabiliser soi-même. C'est souvent la faute de l'employeur. Pourquoi la personne n'est pas capable de faire sa job comme il faut, c'est qu'on n'a pas établi de façon claire, de façon précise, de façon standardisée, comment est-ce qu'on veut que les choses soient faites. Donc, c'est très important d'accompagner vos employés vers cette façon-là et vers cette façon de travailler-là en étant très clair avec ces choses-là. Et puis, ça ramène à ce que tu disais au niveau de vos valeurs à vous autres. Ça doit être des choses qui doivent être clairement établies dès le départ ou quand ça vient le temps on se voit que ça marche juste pas, tu sais, pour X raisons, que ce soit, tu sais, comme, tu sais, t'essaies toujours de minimiser le côté comme que la personne ne répond pas au niveau talent, au niveau exécution. En faisant des tests, des choses comme ça, mais au niveau de communication, que ça marche juste pas, puis des fois, c'est des surprises, tu te rends compte que la personne a des patterns nocifs ou ça peut être différentes choses et que ça marche juste pas. Là, tu sais que tu as tes valeurs sur lesquelles, si ça ne fit pas avec tes valeurs, ça ne fit juste pas avec les valeurs de l'entreprise. Il n'y a plus rien de personnel à ce moment-là. Ça devient que comme, écoute, nous, en tant qu'entreprise, la compagnie, elle a ces valeurs-là, puis ça ne fit juste pas, tu comprends-tu? Puis, au bout d'un moment, c'est comme... Un congédiement n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Là. Il y a deux stratégies souvent que je vais considérer. C'est-à-dire, la personne qui n'atteint pas son objectif, OK, d'accord. Premièrement, prendre le blâme, c'est ma faute. Ensuite, est-ce que cette personne-là, je lui reconnais une valeur ajoutée malgré tout pour l'entreprise? Donc, est-ce que je peux transférer cette personne-là dans un autre rôle, développer, ouvrir un autre poste complètement? Peut-être que justement, il va être plus aligné avec ses forces et faiblesses pour faire une proposition. C'est-à-dire, regarde, présentement, dans ton rôle, dans ta fonction, il n'y a pas de match. On n'est pas là, on n'arrive pas aux objectifs. Mm-hmm. C'est pas personnel comme tu as dit, c'est juste on a des objectifs, puis tes forces sont pas nécessairement alignées. Puis des fois, vous avez embauché une personne dans un contexte, votre business est à une place, 2 ans, 3 ans vont se passer, puis la business s'en va un petit peu plus à gauche, la personne un petit peu plus à droite. Donc, c'est pas la faute à personne. Mais des fois, on est capable de relocaliser cette personne-là. Sinon, de dire, bon, mais malheureusement, on en vient à la décision que on doit se laisser. Moi, j'en pars sur la prémisse de si j'engage des personnes de qualité, je devrais toujours être à l'aise au congédiement de les référer à d'autres personnes ou même de leur trouver des options ailleurs. Ouais.
La journée que tu congédies quelqu'un puis que tu ne veux pas l'aider à se trouver quelque chose, moi, ça m'en dit beaucoup sur ton processus d'embauche à la base. C'est que tu as soit accepté, tu t'es fermé les yeux, tu as fait de l'aveuglement volontaire, donc de dire, OK, cette personne-là, oui, mais je sais qu'il y a ça qui est pas parfait, qui est un risque, mais gars, je me ferme les yeux, là, j'ai un besoin réel, puis il faut que j'engage rapidement. Tu as accepté ce risque-là, puis ça t'est revenu d'en face, mais il y a très peu de scénarios, je dis pas que c'est impossible, là. On connaît pas le jardin secret de tout le monde, mais il y a très peu de scénarios de mon côté où ce que je pense, minimalement, au volume de business que je suis présentement, où ce que je pourrais dans une position de dire, OK, je te calisse dehors, pogne tes boîtes, puis quand ton 2 semaines, là, je veux pas que tu le travailles, je vais te le payer à rester chez vous, là, parce que justement, tu as ce niveau de toxicité-là pour la business. Ouais, non, nous, c'est très rare. C'est arrivé aussi. C'est arrivé quelques fois, mais c'est très rare. Puis encore une fois, c'est dans des contextes où on a dû le faire pour protéger l'équipe, des personnes qui n'avaient pas nécessairement de l'attitude, pas l'attitude, mais je te dirais l'attitude positive, la bonhomie qu'on recherche chez des personnes qui travaillent pour nous autres. C'est aussi simple que ça. Puis, ça marchait juste pas. Ceci dit, la personne est excellente dans un certain contexte et ça n'a pas nécessairement été, comme quand tu l'as dit, négatif. Et on l'a toujours, sauf une personne qu'on n'a pas référée parce que c'était une catastrophe absolue. 2 personnes, excuse-moi, puis une autre personne qui a volé. Ça, bien évidemment, on a fait tout le contraire. Mais puis ça, on l'a jamais vu venir non plus, c'est une autre affaire. Mais on a toujours référé ces personnes-là. Et ces personnes-là, après, ont travaillé pour d'autres personnes, des collègues, des compagnies qu'on connaît bien et qui sont super contents. Tu sais, c'est parce que ça devient des ambassadeurs. Oui. Puis même dans votre processus d'embauche, les personnes que vous n'engagez pas, si vous faites bien votre job, lorsque vous allez leur dire, malheureusement, tu n'es pas retenu, cette personne-là va quand même être contente que tu sois considéré puis va devenir un ambassadeur. Ouais. Non, 100%. Il y a moyen de polliniser votre business avec de l'affichage de poste. Je vais le dire comme ça. Oui, non, 100%. Et puis aussi, ça devient des personnes, comme si le processus d'embauche est bon et puis que la personne ne fait pas la cote, ça montre aussi le sérieux de votre business pareil. Tu sais, ça montre que comme, OK, on n'est pas du broche à foin. Et puis généralement, une personne n'aura jamais quelque chose de mauvais à dire, à moins que cette personne ait l'ego dans le tapis, là, mais ça arrive très, très, très rarement. Puis une personne avec qui admettons, et puis ça, c'est une autre affaire. Au niveau de le processus d'embauche, que vous avez 3 candidats qui sont super intéressants, puis vous êtes comme, OK, ben finalement, on va aller avec Sophie au lieu d'aller avec Jérémy, mais tu sais, comme, tabarnouche, Jérémy est bon. Ben, tu peux le référer à quelqu'un. Je te dirais que tu comprends-tu que cette personne-là, là, s'il y a un poste plus tard qui s'ouvre, qui est directement en ligne avec Jérémy, puis que Jérémy est en recherche, tu sais, d'emploi ou peu importe, il va tellement être reconnaissant par rapport au fait que vous avez référé service à 2, 3, 4 compagnies après ce processus-là, que les chances sont très fortes que Jérémy revienne même vers vous plus tard. Donc, c'est des facteurs à considérer. Fait que, non, c'est les grandes lignes de qui on embauche, quel type de personnalité, le timing, pourquoi on met dehors, de quelle façon un petit peu. Ben, dans le ton. On n'a pas parlé, mettons, rap, parce que je veux pas qu'on pète le 1 heure, ça n'a pas de bon sens, là. Mais tu sais, de ton côté, quand tu mets une personne dehors, c'est sûr que toi, tu as distance. Fait que c'est sûr que je veux dire, c'est un peu plus dur de le faire je veux dire, de façon one-on-one humaine. Fait que ça se fait, j'imagine, par courriel ou rencontre vidéo, là. Mais, tu sais, jamais par courriel. Jamais par courriel. Parfait. Mais tu sais, lavez jamais votre linge sale puis une embauche devant l'ensemble de l'équipe. C'est une question de respect de la personne qui se fait congédier aussi. Vous avez le contrôle sur l'environnement puis le timing aussi du congédiement. Soyez empathique un petit peu là-dessus, là, de faire ça en fin de journée. Bon, ben, j'ai profité de tout pendant toute la journée, puis là, finalement, je te crisse dehors à la fin. De mon côté, souvent, on va le faire. C'est pas arrivé souvent, là, mais comme on préfère le faire le matin, lorsque la personne arrive, puis on essaie de s'arranger pour que justement, comme on trouve une raison de 40 un petit peu plus de bonheur avant les autres. Fait que s'il y a quoi que ce soit, si elle veut rester, elle est dans la liberté. Sinon, ben, si elle préfère justement comme simplement quitter avant que les autres arrivent, il n'y a pas de problème aussi. On essaie de donner un petit peu plus de leverage à la personne qui quitte. Mais c'est ça, non, ça couvre les grandes lignes. C'est sûr que de votre côté, je suis curieux de savoir, dans ceux qui nous écoutent présentement, êtes-vous dans une opportunité plus dans un stade où ce que vous considérez de la croissance, donc vous avez des problèmes avec identifier
la bonne personne, le bon timing? T'sais, quel est votre défi premier? Puis à l'inverse, pour ceux qui sont dans une position de congédiement, je suis curieux de savoir, ça fait combien de temps est-ce que vous le savez que vous devez congédier puis que c'est pas fait? Envoyez-nous un petit email. Toujours très content de vous écouter. Et puis, non, c'est ça. Écoute, c'est une science inexacte, mais c'est quelque chose on doit tous passer au travers en tant qu'entrepreneur. Donc, on a très hâte de vous écouter là-dessus. Matt, mon chum, on finit. Là, je regarde la clock, là, 50. On va passer 1 heure avec le générique. Pas grave, je pense que ça aurait été pertinent. Je pense que celui-là, tu sais, personnellement, puis je suis très transparent, je trouve que les 3 derniers, j'étais comme, moins satisfait un peu. Celui-là, il revient vraiment plus technique, business. T'aimes ça le technique, toi. Yes, il m'a fait du bien. T'aimes moins le soft woo-woo, hein? T'aimes plus le... Non, c'est le woo-woo pis les astrologies, là, ça va être correct. Le prochain épisode sera sur l'astrologie, mes amis. Absolument pas. L'astrologie en business. Comment développer... Close le show. Man. All right, dude. On se parle la semaine prochaine. Yes, ciao, man. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.